Et ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est à l'écroulement du régime des hommes des bateaux. Partout. Vous prenez une photo du G7, d'il y a 2 ans, et vous voyez que tous les types, dans les 6 derniers mois, ils ont sauté. Il nous reste Macron, parce que la France est toujours à l'avant-garde des combats d'arrière-garde, si vous voulez, on est toujours les derniers. Nous, on est devenus socialistes quand le monde devient libéral. C'est vrai qu'ils ont presque tous sauté, quoi. Il reste Macron, ouais. Et il reste Van der Leyen, dont on espère qu'elle va aller en prison. C'est ce qui ne serait tardé. Et Macron, mais en fait, il n'a plus aucune légitimité pour parler. Et alors, qu'est-ce qui a fait justement, c'est très intéressant, parce que à 90-2024, ça fait un peu plus de 30 ans, quoi. Oui. C'est rien, enfin, c'est à l'échelle de l'histoire, c'est un clin d'œil. Mais qu'est-ce qui a fait que ces hommes des bateaux, tout le monde disait, rappelez-vous, on est un seul monde, la mondialisation heureuse, chère à notre... J'en ai vu une bonne, j'ai vu que Minck a dit que le scandale de la France, c'est que personne n'avait parlé normalement depuis 50 ans. Mais il a pas arrêté d'ouvrir sa gueule. Pour dire que des conneries. C'est comme, il faut être gonflé pour dire ça. Quand je vois Minck dire que personne n'a eu le courage de parler, je lui dis, mais on a entendu que toi, on va t'empêcher les autres de parler. Oui, il devait penser à lui-même d'ailleurs, c'est fait son portrait. Mais alors justement, qu'est-ce qui a fait, alors justement en 30 ans, qu'est-ce qui a fait, et encore une fois on pensait que ça y est, c'était l'Empire américain, ou en tout cas le monde unipolaire, etc., puisque le monde bipolaire avait disparu. Qu'est-ce qui a fait qu'aussi rapidement, aujourd'hui, on va détailler ça parce que c'est passionnant et vous l'avez analysé à maintes reprises. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé avec une telle vitesse? Qu'est-ce qui s'est effondré, je dirais, dans les invariants ou dans les constances de cet empire mondialiste? Et qu'est-ce qui a fait que les identités, que les souverainetés, que les hommes des arbres ont non seulement subsisté, mais parlent aujourd'hui? Si vous n'avez pas écrit un livre qui s'appelle Le Retour des peuples, ou je ne sais plus quoi? Tout à fait. C'est ce qui me semble. Ce qui s'est passé, ça a été le retour des peuples. C'est que la vérité, c'est ce que disait Jean-Paul II. Il disait la démocratie ne peut exister que dans un État-nation. Pourquoi? Parce que dans un État-nation, vous vous battez dans la gauche contre la droite, comme ça, et celui qui perd accepte sa défaite, jusqu'à la prochaine fois. Tandis que, par exemple, si aujourd'hui on me dit l'Europe est un grand je sais pas quoi, et il y a une majorité d'Allemands, donc les Allemands qui sont plus nombreux vont imposer leur volonté aux Français, je leur dis, on me l'a déjà fait ce coup-là dans ma famille, si ça vous fait rien, je ne vais pas l'accepter. Pas envie de recommencer. J'ai pas envie de recommencer. Donc, le seul endroit où le débat d'idées peut se passer sans qu'il y ait la force qui intervienne, c'est la nation. Parce que c'est une volonté de vivre ensemble, comme disait Renan. Or, il n'y a pas de volonté. L'Europe est une civilisation, ça n'est pas une nation. Certes. Donc, si vous voulez, ça a été la patrie, pour parler comme un homme d'autrefois, la patrie, c'est l'endroit où votre père est enterré. C'est l'étymologie. Donc, ça veut dire que les gens sont beaucoup plus fondamentalement, si j'ose dire, ils se sentent faire partie de quelque chose qui s'appelle la France. Ils ne savent pas très bien ce que c'est, mais il n'y a pas d'équipe de rugby ou de football d'Europe. Mais oui, c'est sûr. Il n'y a pas, une... Ils sont pas, il n'y a pas d'identification physique avec l'Europe. Et c'est pour ça, comme cet animal de Barnier a dit à la petite fille qui se baladait avec le drapeau français, tu devrais aussi avoir le drapeau européen, je me suis dit, il n'a rien compris. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, sous l'Arc de Triomphe, à un moment donné, on a mis les 2 drapeaux. Qui n'avaient aucun sens. Qui n'avaient aucun sens, parce que les gens qui étaient morts, le soldat inconnu, c'est probablement une balle allemande qui l'a tué. Hein. Et justement, alors, de ce point de vue-là... Mais ça ne veut pas dire que je suis nationaliste. C'est ce que disait Jeanne d'Arc à son procès. On lui dit, alors comme ça, Dieu préfère les Français aux Anglais. Elle a dit, Dieu préfère les Français en France et les Anglais en Angleterre. Ouais. Qui est une très bonne définition on est bien chez soi. La répartition, on est bien chez soi, absolument. Mais justement, alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui a fait que... parce que, rappelez-vous quand même, en même temps, c'est ça le paradoxe, mais qu'il faut bien comprendre. L'économie s'est mondialisée, c'est devenu un truisme de le dire. Les échanges, qu'ils soient, et vous êtes bien placé pour le savoir,
mieux que quiconque, en tout cas mieux que beaucoup, les échanges internationaux, la monnaie, la finance, le laisser faire, laisser aller des personnes, des choses, des marchandises, etc., n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Et en même temps, dans cette espèce de tam-tam du village global, on voit le retour des tribus. C'est ça ce paradoxe qui est vraiment intéressant. C'est pas des tribus, c'est... À quoi sert l'État? C'est une question importante. Hein. L'État français, comme tous les autres d'ailleurs, il a un rôle de protection. Bon, vous décrivez un monde où les transactions deviennent plus libres, etc. Mais on a très bien vu au moment du Covid, par exemple, qu'il n'y avait plus un seul fabricant de masques en France. Exact. C'est-à-dire que la respiration des systèmes, c'est un petit peu... On laisse le libéralisme fonctionner parce que ça, à cause de la loi des avantages comparatifs, vous savez que j'ai souvent expliqué, mais on laisse ceux qui font le mieux quelque chose le faire et puis on fait ce qu'on fait soi-même le mieux. Donc ça vous donne un monde où la rentabilité du capital investi monte, les capitalistes sont contents, mais au fur et à mesure que vous devenez de plus en plus spécialisé, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que vous devenez de plus en plus fragile. Ouais. Parce que vous êtes spécialisé sur telle chose et vous n'avez pas l'autre chose. Voilà, qu'on a vu au moment, par exemple, que toutes les matières premières pour les médicaments étaient faites en Inde ou en Chine, et que nous, on n'avait plus de médicaments. Ni paracétamol, ni rien. Rien du tout. Donc, l'histoire, c'est toujours vers plus d'efficacité, puis quand on arrive à un monde qui est parfaitement efficace, comme celui des dinosaures avant que la comète ne tombe, quand la comète tombe, tout le monde crève, sauf les gars qui sont restés antifragiles. Et donc, vous avez un mouvement vers plus d'efficacité, ce qui veut dire plus de fragilité. Et puis après, les populations dites les gars, les plus vulnérables, les plus fragiles, se disent, mais non, mais ça va pas du tout. Lui, j'ai vu le gars du château, là, il gagne 40 fois ce que je gagne moi. Et d'ailleurs, je gagne plus rien parce que je suis au chômage, parce qu'il y a des types qui gagnent... Donc, c'est là où le rôle d'un gouvernement, c'est de bien mélanger la fragilité et l'antifragilité, de façon à ce que la société reste harmonieuse. Et on voit très bien que nos élites ont complètement failli à ce rôle. Mais vous regardez, par exemple, en Suisse, ils ont parfaitement rempli leur rôle. La Suisse est un pays qui a gardé des activités qui auraient dû être détruites, comme l'agriculture, parce qu'il se rend compte qu'un pays sans agriculture, c'est un pays qui devient éminemment fragile. On voit ce qui se passe notamment en France avec les agriculteurs. On avait le droit. Donc, si vous voulez, le rôle d'un État, c'est pas de tomber bêtement, je suis protectionniste ou c'est qu'il y a une discussion nationale. Quelles sont les activités qu'on accepte de subventionner pour ne pas être fragile dans ce monde qui est quand même difficile? C'est-à-dire que l'État, c'est un peu ce que De Gaulle avait essayé de faire avec l'énergie. Oui, c'est ça. Et que l'État gagne. Alors, c'est pas seulement les fonctions régaliennes, c'est les fonctions de protection. C'est des fonctions de protection pour deux choses. Par exemple, surtout pour l'énergie. Par exemple, un État qui est complètement dépendant énergétiquement est extrêmement fragile. Il prospère plus que les autres quand l'économie est pas chère, quand l'énergie n'est pas chère, mais ensuite quand l'économie est chère, il est ratatiné. C'est ce qui est en train d'arriver à l'Allemagne à ce moment-là, quand ces crétins ont coupé les liens avec la Russie pour faire plaisir aux Américains, et donc ils n'ont plus de gaz. Donc leur économie est en train de disparaître. Et quand nous avons commencé à dire que le nucléaire n'était pas nécessaire, on a changé d'avis, heureusement, depuis. Oui, ça c'était cet animal de Jospin quand il a fermé... Superphénix, qui était. Mais ça, en France, on a tout fait pour détruire justement l'outil qui était. Et c'est l'une des questions que je posais dans un livre précédent, c'est est-ce que cette volonté de rendre la France fragile n'était pas une volonté politique organisée par des puissances extérieures, parce que la France faisait chier tout le monde à dire moi je suis pas d'accord avec vous, je suis pas dans l'OTAN, je suis pas dans. Je ne sais pas si c'est une puissance extérieure. En tout cas, beaucoup de politiciens y ont bien participé, avec allégresse. Avec allégresse. Ils étaient beaucoup d'entre eux Young Leaders of America. C'est intéressant. C'est-à-dire que les Young Leaders of America, on ne va pas faire ici l'inventaire, mais vous dites qu'ils sont extrêmement majoritaires. Ils avaient pris tous les gouvernements d'Europe. Tous les gouvernements d'Europe. Sauf la Suisse. Sauf la Suisse. Il n'est pas dans l'Europe, d'ailleurs, enfin dans l'Union européenne. Ils avaient été Young Leaders of America. Ouais. C'est ce qui est quand même très étonnant, parce que c'est un machin qui avait été créé en même temps. C'était une idée de Bush et Giscard. Ah oui, en même temps.
Ah oui, intéressant. Donc Bush, c'était quand même la CIA, quoi. Non, c'était le patron de la CIA, quoi. Et Giscard était le patron de quoi? Giscard, Giscard, d'ailleurs. Je crois que c'était un grand naïf. Ah oui, il pensait qu'il s'est laissé embobiner dans cette histoire. Il avait ce truc, c'était le gars dont je disais à l'époque qu'il savait tout et qu'il ne comprenait rien.